Les années 1970 n'ont pas seulement changé le cinéma, elles ont ouvert la voie à ce que les cinéastes osaient montrer à l'écran. Soudain, les limites n'étaient pas seulement testées, elles étaient brisées, brûlées et jetées à la poubelle. Que se passe-t-il quand les réalisateurs vont trop loin, quand le public s'évanouit, que les gouvernements paniquent ou que des nations entières interdisent un film? C'est ce que nous allons explorer. Quel film a mis les politiciens en colère? Lequel a déclenché des émeutes? Et lequel porte encore le titre de plus perturbant des décennies plus tard? Découvrons-le. Orange Mécanique, 1971. Peu de films ont jamais suscité plus de peur publique que Orange Mécanique de Stanley Kubrick. Ce n'était pas juste un film, c'était une grenade culturelle. Adapté du roman d'Anthony Burgess, il suivait Alex et sa bande alors qu'ils déchaînaient la violence dans une Grande-Bretagne dystopique. Mais voici le hic, ce n'était pas une simple fantaisie. Le style du film rendait les crimes terriblement réels, avec une musique troublante et des performances exagérées qui restaient gravées dans les esprits. La controverse ne s'est pas limitée aux salles de cinéma. Des rapports ont commencé à apparaître au Royaume-Uni de crimes étrangement similaires à des scènes du film. Les journaux criaient que l'œuvre de Kubrick inspirait les adolescents à imiter son anti-héros violent. Soudain, le film n'était plus de l'art. C'était une menace publique. Sous une forte pression, Kubrick lui-même a retiré le film des cinémas britanniques. Pendant près de 3 décennies, il était impossible de voir légalement Orange Mécanique au Royaume-Uni. Pas avant la mort de Kubrick en 1999. Le débat sur la question de savoir si les films pouvaient réellement inspirer la violence dans le monde réel a été lancé ici, et il n'a pas disparu depuis. Était-ce du génie, un commentaire social ou une provocation dangereuse? Kubrick ne s'est jamais excusé, mais l'ombre qu'il a laissée était indéniable. Orange Mécanique a prouvé une chose, quand un film brouille la ligne entre divertissement et cauchemar, les répercussions peuvent durer des générations. Le dernier tango à Paris, 1972. Si Orange Mécanique a fait les gros titres pour la violence, le dernier tango à Paris a provoqué un tollé pour quelque chose de tout à fait différent, son intensité brute. Réalisé par Bernardo Bertolucci et mettant en vedette Marlon Brando aux côtés d'une jeune Maria Schneider, les scènes chargées d'émotion du film ont choqué le public. Les critiques étaient divisées. Certains ont loué son honnêteté, d'autres l'ont qualifié de dégradant et au-delà des limites du cinéma. Le tollé ne venait pas seulement des critiques. En Italie, le film est devenu le centre de véritables procès pour obscénité. Les tribunaux ont débattu de son existence même. Des bobines entières ont été saisies et le réalisateur lui-même a été privé de ses droits civiques pendant plusieurs années. Des pays du monde entier l'ont interdit. Et même lorsqu'il n'était pas interdit, les cinémas faisaient face à des manifestations en colère. Pour Brando, le film était à la fois une expérience audacieuse et une malédiction. Il a admis plus tard que le coup émotionnel l'avait presque brisé. Pour Schneider, cela a défini sa carrière de manière qu'elle n'avait jamais souhaitée. Le scandale est devenu plus grand que le film lui-même, suscitant des questions sur jusqu'où le cinéma pouvait aller et quelle ligne ne devrait jamais être franchie. Ce qui est fou, c'est que malgré tout le chaos, le film a rapporté des millions dans le monde entier. Les gens se sont précipités pour voir de quoi il s'agissait, prouvant une fois de plus que la controverse vend des billets. Le dernier tango à Paris n'a pas seulement fait des vagues dans les années 70, il a laissé des remous qui suscitent encore le débat chaque fois qu'on le mentionne. Salo ou les 120 journées de Sodome, 1975. Si les années 1970 avaient un film que les critiques et les gouvernements voulaient effacer de l'histoire, c'était Salo. Réalisé par Pier Paolo Pasolini, ce film était adapté du roman infâme du marquis de Sade, mais mis à jour dans l'Italie fasciste pendant la Seconde Guerre mondiale. Ce que Pasolini a créé n'était pas du divertissement. C'était une descente dans la cruauté qui a laissé le public horrifié. Lors de sa première, les gens ne se contentaient pas de quitter les salles, ils couraient. Des pays entiers l'ont interdit purement et simplement, le qualifiant de trop extrême pour les yeux humains. L'Italie, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Royaume-Uni et d'autres ont refusé de le diffuser. Même lorsque des coupes ont été faites, le tollé n'a jamais cessé. Dans certains endroits, la police a littéralement fait des descentes lors des projections pour empêcher le public de regarder. Ce qui rendait Salo si controversé n'était pas seulement les images choquantes, mais le fait que Pasolini l'a encadré comme une allégorie politique. Il voulait exposer comment le pouvoir corrompt absolument, comment les gouvernements peuvent transformer les gens en objets.
Mais pour beaucoup, cette défense intellectuelle n'avait pas d'importance. La brutalité était tout simplement insupportable. Pasolini a été assassiné peu avant la sortie du film, et depuis, Salo existe à la fois comme une déclaration finale et un héritage maudit. Certains l'appellent de l'art. D'autres le qualifient de film le plus insupportable jamais réalisé. Quoi qu'il en soit, cela a établi une nouvelle référence pour l'indignation cinématographique. L'Exorciste, 1973. Les années 1970 nous ont également donné L'Exorciste, le film d'horreur qui a tellement effrayé le public que des gens s'évanouissaient dans les salles. L'adaptation par William Friedkin du roman de William Peter Blatty n'était pas seulement terrifiante, elle était révolutionnaire. Avec des effets spéciaux révolutionnaires et une histoire sur un enfant possédé, le film semblait trop réel pour beaucoup. À travers l'Amérique, des files d'attente s'étendaient autour du pâté de maison. Des ambulances étaient garées devant les cinémas parce que tant de spectateurs s'évanouissaient ou tombaient malades. Certains prétendaient que le film lui-même était maudit, que d'étranges accidents arrivaient aux acteurs et à l'équipe. D'autres l'accusaient de franchir des limites morales, montrant au public quelque chose que personne n'avait osé auparavant. Des batailles de censure éclatèrent à travers le monde. Au Royaume-Uni, les conseils locaux l'ont interdit dans certaines villes. Dans d'autres pays, des gouvernements entiers ont refusé de le diffuser. Pourtant, malgré toutes les réactions négatives, L'Exorciste est devenu l'un des films les plus rentables de la décennie. Ce qui le rendait si puissant, ce n'était pas seulement les chocs, mais le sentiment que le film lui-même était dangereux. Les gens n'étaient pas seulement effrayés, ils étaient bouleversés jusqu'au plus profond d'eux-mêmes. Et pour l'industrie du cinéma, cela a prouvé quelque chose de simple. Plus l'histoire est effrayante et controversée, plus les gens prendront des risques pour la voir. Les Diables, 1971. Si L'Exorciste a terrifié le public, Les Diables l'a scandalisé. Réalisé par Ken Russell, ce film abordait l'histoire vraie de la corruption politique et de l'hystérie collective dans la France du XVIIe siècle, mais la manière dont il racontait cette histoire a provoqué des ondes de choc à Hollywood et au-delà. Le film était rempli d'images puissantes que beaucoup considéraient comme profondément offensantes. Warner Brothers a exigé des coupes importantes avant qu'il ne puisse même être diffusé, supprimant des séquences entières. Même alors, des pays du monde entier l'ont interdit. Les censeurs l'ont découpé en morceaux. Et même aujourd'hui, il n'existe pas de version non censurée, largement disponible. Mais pourquoi a-t-il causé tant de chaos? Parce que Russell ne s'est pas retenu. Il a exposé la brutalité brute du pouvoir autoritaire, en la mélangeant avec des visuels choquants pour lesquels le public n'était pas préparé. Les critiques de l'époque l'ont qualifié de blasphématoire et dépravé, mais d'autres l'ont salué comme un chef-d'œuvre d'un cinéma audacieux et sans compromis. Les répercussions ont presque détruit ses chances au box-office, mais sa réputation n'a fait que croître avec le temps. Aujourd'hui, The Devils est considéré comme l'un des films les plus infâmes jamais réalisés. Un rappel que parfois l'art est destiné à déranger, provoquer et refuser d'être oublié. Cannibal Holocaust, 1979. Si la controverse avait une couronne, Cannibal Holocaust la porterait. Réalisé par Ruggero Deodato, cet Italien. Le thriller de la jungle n'était pas seulement choquant, il a déclenché l'un des scandales les plus fous de l'histoire du cinéma. Présenté comme un documentaire de type found footage des années avant que le genre ne devienne populaire, il montrait un groupe de cinéastes supposément assassinés par des tribus en Amazonie. Les images semblaient si authentiques que les autorités ont cru qu'elles étaient réelles. Lorsque le film a été présenté en Italie, la police a littéralement arrêté Deodato pour obscénité et meurtre. Oui, un véritable meurtre. Il a dû prouver devant le tribunal que ses acteurs étaient toujours en vie, les traînant devant le juge pour montrer qu'ils n'avaient pas été tués pour la caméra. Et juste quand on pense que cela ne pouvait pas être pire, l'utilisation de véritables meurtres d'animaux dans le film a transformé l'indignation en fureur. Des pays allant de l'Australie au Royaume-Uni l'ont interdit, certains pendant des décennies. Les critiques l'ont démoli, le qualifiant de film le plus ignoble jamais réalisé. Pourtant, sous la brutalité, Deodato affirmait qu'il faisait une critique de l'exploitation médiatique. Les cinéastes civilisés dans le film étaient en réalité plus cruels que les tribus qu'ils filmaient. Ce message a été perdu pour de nombreux spectateurs qui ne pouvaient pas dépasser le gore. Des décennies plus tard, Cannibal Holocaust reste infâme. Certains l'appellent un jalon dans l'horreur. D'autres l'appellent une ordure qui aurait dû rester enterrée. Mais il est indéniable qu'en termes de controverse, peu de films sont allés aussi loin ou ont payé
payer un prix si élevé pour l'avoir fait. Pink Flamingo, 1972. Que se passe-t-il lorsqu'un cinéaste décide de tester jusqu'où peut aller le mauvais goût? John Waters a répondu à cette question avec Pink Flamingos, un film qui s'est fièrement annoncé comme un exercice de mauvais goût, et le public a obtenu exactement cela. Le film suivait des personnages scandaleux en compétition pour le titre des personnes les plus immondes vivantes. Waters ne s'est pas retenu. Il a créé un carnaval de choc, conçu pour provoquer le dégoût et divertir. Il a été projeté lors de séances de minuit, où les fans criaient, riaient et défiaient leurs amis de survivre à toute la durée du film. Mais tout le monde ne riait pas. Pink Flamingo a été interdit dans plusieurs pays, y compris certaines régions d'Australie et du Canada, et fortement censuré ailleurs. Les critiques l'ont qualifié de grotesque. Certaines salles ont même refusé de le programmer. Pourtant, le film a développé un culte, avec des fans qui le considérèrent comme un insigne d'honneur de dire qu'ils l'avaient vu. Water lui-même s'est plongé dans le chaos. Il ne s'est jamais excusé, n'a jamais prétendu que c'était de l'art incompris. Il voulait choquer, et il a réussi. Pink Flamingos est devenu une pierre angulaire du cinéma underground, le genre de film dont on chuchote lors des soirées et qui se transmet comme de la contrebande. À la fin, sa controverse l'a transformé en légende. Des décennies plus tard, Waters est célébré comme un génie culte. Mais dans les années 70, Pink Flamingos était le film dont vos parents vous mettaient en garde. Et peut-être, juste peut-être, c'était le but. Caligula, 1979. Imaginez un film si chaotique que même son propre réalisateur l'a renié. C'est Caligula, une épopée de l'Empire romain qui a dégénéré en l'un des désastres les plus infâmes de la décennie. Initialement dirigé par Tinto Brass, avec un casting comprenant Malcolm McDowell, Helen Mirren et Peter O'Toole, il était censé être un drame historique audacieux. Mais en coulisses, le chaos régnait. Le producteur du film, l'éditeur de Penthouse Bob Guccione, a secrètement ajouté du contenu explicite après la fin du tournage. Le résultat? Un film qui oscillait entre épopée prestigieuse et spectacle d'exploitation. Les critiques étaient stupéfaits. Les spectateurs ne savaient pas s'il fallait le prendre au sérieux ou fuir le cinéma. Le gouvernement est intervenu rapidement. Des pays comme le Canada, l'Australie et le Royaume-Uni l'ont fortement censuré ou ont refusé de le sortir. Des poursuites ont été intentées. Les membres du casting se sont exprimés contre ce qui avait été fait et le film est devenu un scandale avant même que la plupart des spectateurs ne le voient. Pourtant, malgré ou peut-être à cause du chaos, Caligula a fait les gros titres dans le monde entier. Certains ont loué ses décors, ses costumes et son ambition. D'autres ont dit que cela a détruit des carrières et a déshonoré tous ceux qui étaient impliqués. Même aujourd'hui, les débats font rage pour savoir s'il s'agit d'une épopée incomprise ou d'un désastre total. En fin de compte, Caligula a prouvé que l'ambition et la controverse peuvent parfois se mélanger pour créer quelque chose d'inoubliable, même si personne ne s'accorde sur ce qu'ils ont réellement vu. Deep Throat, 1972. Parfois, la controverse ne vient pas de la violence ou de la politique. Elle vient directement de la société elle-même. Deep Throat en était l'exemple parfait. Tourné avec un budget dérisoire, on ne s'attendait pas à ce qu'il fasse beaucoup de bruit. Au lieu de cela, il est devenu un phénomène culturel, rapportant des millions et propulsant soudainement le cinéma underground sous les feux de la rampe. Mais le succès a eu un prix. Presque immédiatement, le film a déclenché des procès pour obscénité à travers les États-Unis. Juges et jurés ne débattirent pas seulement d'un film, ils décidaient si la liberté d'expression pouvait aller aussi loin. Le FBI a ouvert des enquêtes. Les politiciens ont prononcé des discours enflammés pour le condamner. Dans ville après ville, les projections ont été perquisitionnées ou fermées, tandis que dans d'autres, les cinémas ont profité du battage médiatique et ont vu les files d'attente s'allonger jusqu'au coin de la rue. Les batailles judiciaires sont devenues aussi célèbres que le film lui-même. Ce qui rendait Deep Throat fascinant, c'était la manière dont il a complètement changé la conversation autour des films. Pour la première fois, les questions de censure, de moralité et de liberté artistique n'étaient pas confinées aux vieux livres de droit. Elles étaient étalées à la une des grands journaux. Cela est devenu moins une question du contenu du film, et plus un affrontement des valeurs qu'il représentait. L'héritage de Deep Throat n'est pas simplement lié à ce que les spectateurs ont vu à l'écran. Son véritable impact était culturel. Il a déclenché une bataille sur la limite à tracer dans le cinéma, et plus important encore, qui avait le pouvoir de décider.
Cette question, d'abord soulevée au début des années 70, n'a jamais vraiment disparu. Emmanuel, 1974. De l'autre côté du monde, un autre film suscitait la controverse d'une manière très différente. Emmanuel, réalisé par Just Jacken, n'était pas seulement un film, c'était un phénomène mondial. Tourné avec un style brillant, presque onirique, il racontait l'histoire du voyage d'une jeune femme vers la découverte de soi. Avec sa cinématographie élégante et ses décors exotiques, il est devenu l'un des films les plus rentables de toute la décennie. Mais la popularité n'équivaut pas à la sécurité. Dans de nombreux pays, Emmanuel a été purement et simplement interdite. Certaines parties de l'Asie et du Moyen-Orient ont refusé de le projeter. Dans les régions plus conservatrices, les cinémas qui ont osé le diffuser ont été confrontés à des manifestations et à des demandes de censure en colère. Les critiques l'ont rapidement rejeté comme étant superficiel, voire bon marché, tandis que les spectateurs du monde entier affluaient en masse, en faisant un phénomène culturel. Ce qui distinguait Emmanuel des autres films controversés des années 70, c'était sa portée. Ce n'était pas un film underground dont on parlait à voix basse dans de petits cercles. Il a été diffusé dans des cinémas grand public, avec des affiches affichées en évidence dans les rues animées, commercialisé comme une sortie d'un grand studio. Cette visibilité n'a fait qu'ajouter de l'huile sur le feu. Pour certains, il symbolisait la liberté et une rupture avec les anciennes traditions. Pour d'autres, il représentait tout ce qu'ils pensaient être mauvais dans la société moderne. Des décennies plus tard, Emmanuel a été réévalué comme un jalon du cinéma mondial, rappelé pour son style et son impact. Mais dans les années 1970, c'était un véritable coup de tonnerre, un film qui a transformé la controverse en succès mondial. Ilsa, la louve des SS, 1975. Si vous voulez un exemple de pure controverse d'exploitation, ne cherchez pas plus loin qu'Ilsa, la louve des SS. Cette production canadienne à petit budget, tournée en partie sur des décors restants de Hogan's Heroes, a fait l'effet d'une bombe dans les cinémas. Son seul postulat, situé à l'intérieur d'un camp de prisonniers nazis, suffisait à garantir l'indignation. Mais ce qui a le plus choqué le public, c'est jusqu'où le film est allé. Les critiques l'ont qualifié de grotesque, vulgaire et éhonté. L'Allemagne l'a interdit purement et simplement, tandis que de nombreux autres pays ont refusé de le classer. Aux États-Unis, certains cinémas l'ont diffusé à des audiences de minuit bondées, tandis que d'autres ont carrément refusé de le montrer. Les critiques ont affirmé qu'il glorifiait la cruauté, et des débats publics ont éclaté sur le droit de tel film à exister. Mais voici la partie étrange. Ilsa est devenu un film culte. Les fans l'ont traité comme un fruit défendu, se passant des copies VHS usées des années plus tard. Cela a déclenché une série de suites, chacune plus extravagante que la précédente, et a consacré son actrice principale, Diane Thorne, comme une icône culte. Personne ne prétend que c'est de l'art élevé, mais Ilsa a prouvé comment la controverse elle-même pouvait alimenter la longévité. Un film rejeté comme un déchet en 1975 vit encore dans la culture cinématographique underground aujourd'hui, précisément parce qu'il a appuyé sur des boutons trop forts pour être jamais oublié. Snuff, 1976. Snuff est l'un de ces films où la controverse marketing a complètement éclipsé le film lui-même. À l'origine un film d'exploitation bon marché d'Argentine, il a été repris par des distributeurs américains qui y ont vu une opportunité. Ils ont ajouté une fausse fin qui montrait soi-disant une femme réellement tuée à l'écran, quelque chose que personne n'avait jamais osé prétendre auparavant. Le résultat? Le chaos. Des manifestants ont pris d'assaut les cinémas. Des groupes de défense des droits des femmes ont manifesté lors des projections. La police a été appelée pour enquêter. Les journaux ont publié des titres demandant s'il s'agissait du premier vrai film de meurtre jamais sorti. Même si les images étaient mises en scène, le marketing a trop bien fonctionné. Le public n'était pas sûr. La notoriété de Snuff s'est répandue bien au-delà des cinémas de série B. Les politiciens l'ont dénoncé, les groupes religieux se sont mobilisés contre lui, et des foules curieuses faisaient encore la queue pour voir de quoi il s'agissait. Le slogan « Le film qui ne pouvait être réalisé qu'en Amérique du Sud, où la vie est bon marché » n'a fait qu'attiser le feu. La plupart des critiques l'ont qualifié de déchet irregardable, mais rien de tout cela n'avait d'importance. Snuff était déjà entré dans l'histoire comme l'un des canulars cinématographiques les plus notoires jamais réalisés. Et dans les années 1970, ce genre de scandale suffisait amplement à le rendre infâme. La dernière maison sur la gauche, 1972. Avant que Wes Craven ne devienne un nom connu avec les griffes de la nuit, il a choqué le monde avec son premier film, La dernière maison sur la gauche.
L'essai. Réalisé avec un budget dérisoire, ce n'était pas un film d'horreur de studio brillant. C'était brut, sans concession, et d'un réalisme troublant. L'intrigue suivait deux jeunes femmes ciblées par un gang, pour que leurs parents renversent la situation dans une vengeance qui ressemblait plus à un documentaire qu'à un film. Ce qui le distinguait, c'était son style. Le travail de caméra à main tremblante, le casting ordinairement troublant et le réalisme dépouillé brouillaient la ligne entre fiction et réalité. Les spectateurs n'étaient pas habitués à ce niveau de brutalité dans les salles, et beaucoup n'étaient tout simplement pas prêts pour cela. La violence n'était pas polie ou distante. Cela ressemblait à quelque chose qui pourrait se produire à côté. La réaction a été immédiate. Aux États-Unis, les critiques l'ont condamné comme indécent. Et les cinémas hésitaient à le projeter. De l'autre côté de l'Atlantique, le Royaume-Uni l'a ajouté à la liste infâme des vidéonasties, l'interdisant complètement pendant des années. Certains critiques l'ont qualifié de déchet indigne d'être diffusé, tandis que d'autres l'ont salué comme un film d'horreur révolutionnaire qui exposait la véritable laideur de la violence au lieu de l'enjoliver avec le glamour hollywoodien. Craven a défendu son film comme une déclaration, affirmant qu'il obligeait les spectateurs à affronter la violence plutôt qu'à s'y échapper. Mais pour beaucoup, il a franchi une limite. Aujourd'hui, La dernière maison sur la gauche reste l'un des débuts les plus divisifs de l'histoire de l'horreur. Un film qui a prouvé que même le cinéma à petit budget pouvait susciter une indignation mondiale. Chair de Frankenstein, 1973. Quand le nom d'Andy Warhol a été associé à un film d'horreur, les gens s'attendaient à quelque chose d'étrange. Mais Chair de Frankenstein, réalisé par Paul Morisset, s'est avéré être bien plus controversé que quiconque ne l'avait imaginé. Ce n'était pas votre conte gothique classique. C'était une version sanglante, bizarre et souvent choquante du mythe de Frankenstein. Sorti en 3 dimensions dans certains cinémas, les effets pratiques du film ont poussé le gore à des niveaux absurdes. Les spectateurs ont reculé devant la violence excessive, tandis que d'autres l'ont acclamé comme un chef-d'œuvre kitsch. Les censeurs n'étaient pas amusés. Aux États-Unis, il a obtenu la rare classification X. En Grande-Bretagne, il a été découpé par le comité avant d'être autorisé à l'écran. Les critiques l'ont éreinté, le qualifiant de dépravé, ridicule et inadapté au grand public. Mais en même temps, son audace pure lui a valu un culte. Les spectateurs de minuit ont embrassé la folie, et il s'est lentement forgé une réputation comme l'une des adaptations de Frankenstein les plus étranges jamais réalisées. Était-ce du déchet ou de l'art? Même maintenant, les opinions sont divisées. Mais une chose est certaine, personne n'est sorti du cinéma après avoir vu Flesh for Frankenstein dans les années 70 sans avoir quelque chose à dire. Et dans le monde de la controverse, c'est tout ce qu'il faut. Sweet Sweetbacks, Bat SS Songs, 1971. Tous les films controversés des années 70 ne venaient pas des cinémas d'art européens ou des cinémas d'exploitation américains. Certains ont suscité l'indignation parce qu'ils ont osé défier l'ordre culturel. Sweet Sweetbacks Bat SS, Song de Melvin Van Peebles en faisait partie. Réalisé de manière indépendante avec un budget dérisoire, il racontait l'histoire d'un homme noir en fuite après s'être défendu contre la brutalité policière. C'était brut, rapide et sans concession. Ce qui le rendait controversé, ce n'était pas seulement l'histoire, c'était qui l'avait fait, comment il avait été fait et pour qui il était destiné. Van Peebles a contourné complètement le système hollywoodien, finançant le film avec son propre argent et empruntant même à des amis comme Bill Cosby pour le terminer. Le film a été classé X, non pas pour son contenu explicite, mais parce que son message politique était jugé trop incendiaire. Les critiques étaient partagées. Certains l'ont qualifié de révolutionnaire. D'autres l'ont rejeté comme dangereux. Les syndicats de police l'ont dénoncé. L'industrie grand public l'a ignoré. Mais le public est venu. Sweet Sweetback est devenu un jalon, ouvrant la voie à toute la vague de films blaxploitation des années 70 qui a suivi. Controversé? Absolument. Mais cela a aussi changé le visage du cinéma américain, prouvant que parfois, les films les plus perturbateurs sont ceux qui refusent de suivre les règles. Et voilà, 15 films qui n'ont pas seulement choqué le public, mais qui ont incendié les règles du cinéma lui-même. Des gouvernements, des œuvres d'art audacieuses ou des provocations imprudentes qui sont allées trop loin. Partagez vos réflexions dans les commentaires, abonnez-vous pour plus d'histoires folles du cinéma et dites-nous laquelle de celles-ci vous oseriez regarder.
interdisant des bobines aux réalisateurs traînés dans les salles d'audience, ces films ont prouvé que les années 1970 étaient une époque où la controverse n'était pas un accident. C'était le but. Mais voici la vraie question. Ces films étaient-ils BR